Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Hier lundi, le chef d'État togolais prenait part au 4e sommet G20 Compact 8 Africa en Allemagne. Il a appelé un investissement plus important au profit des énergies renouvelables. Nous vous livrons le compte rendu dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, les startups feront l'objet d'une attention particulière désormais. Il est annoncé à leur égard un projet d'étude stratégique avec pour objectif d'identifier les obstacles spécifiques auxquels elles sont confrontées en matière de financement et bien d'autres domaines. À l'étranger, au Sénégal, l'opposition envisage un plan B pour se maintenir dans la course à la présidentielle alors que le sort d'Ousmane Sonko reste encore incertain. En remplacement à ce dernier, le choix est porté sur Bassirou Diomaye Faye. Nous y reviendrons dans un instant. Puis présidentielle à Madagascar, les tout premiers résultats compilés de plus de 13 915 bureaux sur les 27 375 existants et publié lundi par la Commission électorale nationale indépendante du pays, mettent le président sortant André Rajoelina en tête de liste avec 60,78% des voix. C'est donc tout pour les titres de ce soir. Nous passons au développement tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Faure Gnassingbé, le chef d'État togolais, a lors du 4e sommet G20 Compact 8 Africa appelé à des investissements accrus dans les infrastructures de production, de transport mais également de distribution des énergies renouvelables. Cependant, la question qui se pose est quelle est la situation actuelle des énergies renouvelables au Togo, quels en sont les avantages et les mesures nécessaires pour stimuler davantage leur développement dans le pays. On écoute ces précisions signées Jessica Rallo. Lors du 4e sommet G20 Compact 8 Africa en Allemagne, le président togolais Faure Gnassingbé a plaidé en faveur de l'accès équitable aux énergies durables. Il a souligné que l'Afrique était confrontée à un défi majeur en matière d'énergie renouvelable en raison de la demande croissante, de la pression démographique et des infrastructures de production insuffisantes. Au Togo, l'accès à l'électricité est inégalement reparti avec un taux de 66% en zone urbaine et seulement 27% en zone rurale. Dans les zones rurales, l'utilisation de la biomasse pour des besoins quotidiens entraîne une pollution environnementale. Le président togolais a souligné la nécessité de renforcer les infrastructures de production, de transport et de distribution des énergies renouvelables dans le pays. Faure Gnassingbé a appelé les pays africains, en particulier les États membres du G20 Compact 8 Africa, à renforcer les capacités d'investissement du secteur public et à créer des opportunités pour encourager les investissements privés dans les énergies renouvelables. Il a également insisté sur l'importance de s'adapter au changement climatique et a exhorté la communauté internationale à passer des paroles aux actes. Notons que dans le but d'apporter de l'énergie à plus de 1,3 million de ménages supplémentaires, dont 0,9 million dans les localités non électrifiées, le programme Ciseaux allumé a été mis en place pour électrifier 300 000 ménages ruraux par des kits solaires. Ces équipements sont déjà utilisés par 35 000 ménages. Le Togo, en plein essor dans le domaine des startups, s'efforce de surmonter les défis financiers auxquels ces entreprises sont confrontées. À cet effet, le ministère de l'économie numérique a annoncé le lancement d'une étude stratégique visant à identifier les obstacles spécifiques rencontrés par ces infrastructures en matière de mobilisation de ressources financières. Les précisions de Claire Gagnon. Au Togo, les startups en plein essor se concentrent essentiellement sur l'innovation technologique et numérique. Le gouvernement, soucieux de les soutenir, a approuvé une loi visant à dynamiser ce secteur. Malgré l'absence du Togo parmi les 1000 premiers écosystèmes mondiaux pour les startups, le pays voit émerger un nombre significatif d'entreprises dans les secteurs du logiciel, du commerce électronique et de la vente au détail. Néanmoins, ces startups font face à des problèmes de corruption, des obstacles commerciaux et des défis financiers. Afin de remédier à ces problèmes, le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale a annoncé une étude ciblée sur les besoins de financement des startups togolaises. L'objectif est d'identifier les principaux
axe de renforcement des capacités des acteurs locaux, en particulier en matière de levée de fonds pour les projets. Un appel est lancé aux startups, aux incubateurs et aux investisseurs en activité au Togo pour participer à cette initiative. Il est important de souligner que les réponses sont attendues avant le 1er décembre. Elle vient d'être validée, c'est la politique d'orientation scolaire et professionnelle. La vision derrière ce nouveau document mis à la disposition du système éducatif est de promouvoir la culture de l'orientation et de disposer également d'un système d'orientation scolaire et professionnelle efficace et accessible, répondant aux besoins aussi bien des apprenants que ceux du marché professionnel. Le point, on le fait avec ce reportage de Promise Bomengbe. Les efforts se poursuivent au Togo dans la perspective d'adapter le système éducatif aux besoins de l'heure et ceux futurs. S'alignant sur le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030, dont l'objectif est d'améliorer la performance du système éducatif, le pays vient de mettre en place sa politique d'orientation scolaire et professionnelle. Une chose est d'aller à l'école, une autre chose en est qu'on s'insère professionnellement lorsqu'on est au bout du processus de formation ou éducatif. Et donc, c'est à ce niveau que l'orientation scolaire professionnelle se positionne pour que ces problèmes de choix de filière, ces problèmes de choix de série ne soient pas faussés dès la base. Le nouveau document présente la situation de l'orientation au Togo, définit le cadre stratégique de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. L'idée est de se doter d'un système d'orientation dynamique et efficace qui pourra contribuer à la formation d'un capital humain de qualité, capable de s'insérer et de répondre aux besoins du marché professionnel. Le système éducatif étant composé de divers niveaux, la politique d'orientation scolaire et professionnelle devra guider et soutenir les apprenants à chaque étape du parcours éducatif. Il devra les aider à prendre des décisions éclairées pour une transition fluide entre ces niveaux d'enseignement en vue d'une meilleure adéquation entre les compétences acquises et les besoins du marché du travail. L'on veut promouvoir une culture d'orientation à la fois précoce et continue et disposer d'ici 2035 des services d'orientation scolaire et professionnelle efficaces et accessibles, capables de répondre aux aspirations individuelles, à l'amélioration des perspectives de carrière et à la croissance socio-économique du pays. Vous ne l'ignorez certainement pas, les réseaux sociaux ont de plus en plus d'influence de nos jours face à la télévision traditionnelle. Malgré cette influence, la télévision classique en tant que médium garde toujours son impact profond sur la culture ainsi que sur la société. C'est ce que nous rapporte Bernard Quinvy à travers ce reportage. En tant que moyen de communication, la télévision joue un véritable rôle en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance. Mais aujourd'hui, elle connaît un changement inévitable face aux réseaux sociaux. Autrement dit, l'époque où les familles et les amis se réunissent autour d'un téléviseur à des heures précises semble appartenir au passé. Selon une étude effectuée par Reuters Institute, il est estimé que plus de 4 personnes sur 10 présentes sur Internet dans le monde utilisent les réseaux sociaux pour s'informer. Ces réseaux sociaux sont-ils devenus amis ou ennemis des médias traditionnels d'information ? L'avenir de la télévision, surtout celle de l'Afrique en particulier, en dépend. Pour moi, les réseaux sociaux sont un cartel de communication hybride, même si des informations souvent véhiculées, celles vraies loin des fake news, rappellent à une réadaptation des télévisions quand il s'agit des breaking news. La télévision en Afrique a de l'avenir et la plupart dans plusieurs pays africains comprennent l'enjeu concurrentiel face à la montée des réseaux sociaux. Pas dans le domaine des informations seulement, mais dans le divertissement également. Pourtant, lorsqu'on voit que grâce aux réseaux sociaux, le nombre de vues d'un article augmente et que l'audience est élargie, l'on ne peut pas dire que les réseaux sociaux soient néfastes aux médias d'information. Ils sont plutôt un tremplin vers la visibilité et la notoriété de ces derniers. Tout autre sujet à présent, la Commission nationale des droits de l'homme s'intéresse à la situation des enfants de rue. Elle a à cet effet lancé une enquête qui lui permettra de mieux cerner le phénomène pour pouvoir y répondre un peu plus efficacement. D'autres précisions sur l'initiative à travers ce récit de Nadège Arleja. Mieux comprendre le phénomène des enfants de rue, ce mal qui persiste au Togo malgré la forte implication des organisations non gouvernementales, du gouvernement et bien d'autres structures, c'est ce qui a motivé une nouvelle enquête
de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. L'enquête s'inscrit dans la logique du projet mère baptisé « Protection des enfants en situation difficile, cas des enfants de la rue du Grand Lomé et des 5 régions du pays ». Il s'identifie aux objectifs de la Journée internationale des droits de l'enfant, dont le thème de cette année se résume en ces termes « Pour chaque enfant, tous ses droits ». L'enquête est en cours et constitue la première étape sur 3 prévues. Elle va consister à recenser les enfants concernés afin de voir clairement le problème comme il se présente. Les 2 prochaines étapes vont servir respectivement aux sensibilisations et aux formulations des plaidoyers qui seront adressés aux autorités habilitées à prendre des décisions convenables, de même qu'aux partenaires. L'accès aux soins de santé passe naturellement par l'accès aux infrastructures sanitaires. Cependant, ces dernières semblent assez inégalement réparties sur l'ensemble du territoire national. Au nord du Togo, par exemple, elles sont en nombre pas assez suffisant pour les populations. Constat de Gloire Lodounou. Le Togo compte environ 8 millions d'habitants, dont 79,7% vivent en milieu rural. En effet, la santé est un droit fondamental reconnu par la Constitution togolaise, mais il n'est pas toujours garanti, surtout dans les zones rurales où l'accès aux soins est limité. Selon le ministère de la Santé, le Togo dispose de 1096 formations sanitaires, dont 10 hôpitaux, 36 centres médicaux, 190 centres de santé et 870 dispensaires. Cependant, ces structures sont inégalement réparties sur le territoire et leur fonctionnement est souvent entravé par le manque de personnel qualifié, de matériel médical, de médicaments et de financement. Face à ce défi, des initiatives locales se développent pour promouvoir des soins de proximité en milieu rural en s'appuyant sur la médecine générale communautaire MGC. Il s'agit d'un concept qui vise à renforcer le rôle des médecins généralistes dans la première ligne de soins, en les formant à répondre aux besoins spécifiques des populations rurales et à travailler en collaboration avec les autres acteurs du système de santé. La MGC permet ainsi d'améliorer l'accessibilité géographique et financière, la qualité et la continuité des soins, la prévention et la promotion de la santé, ainsi que la participation des communautés. Par ailleurs, l'ONG Santé Sud soutient depuis plus de 30 ans la MGC dans plusieurs pays africains, dont le Togo. Il accompagne les médecins généralistes dans leurs installations et leurs exercices en zone rurale, en appuyant la formation continue et la supervision des praticiens, en renforçant les capacités des centres de santé ruraux, en favorisant le dialogue avec les autorités sanitaires et les élus locaux et en plaidant pour l'intégration de la MGC dans la politique publique. Ces actions contribuent à réduire les disparités d'accès à la santé entre les zones rurales et urbaines et à renforcer les systèmes de santé. Toutefois, elles restent insuffisantes et des efforts considérables restent à fournir. Actualité au-delà du Togo à présent, Bassirou Diomaye Faye, c'est le nom du plan B de l'opposant Ousmane Sonko, actuellement détenu et dont l'éligibilité à l'élection présidentielle prochaine est sujette de controverse depuis sa radiation des listes électorales. Quoique Bassirou Diomaye Faye ne bénéficie pas de la même cote de popularité auprès de la population qu'Ousmane Sonko, il a été validé par certains partisans de l'ex-PASTEF. On écoute les avis recueillis à cet effet. Le Sénégal s'est réveillé lundi avec le nom de Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a été désigné comme plan B de l'opposant Ousmane Sonko pour la présidentielle du 25 février prochain. Même s'il ne jouit pas de la même popularité que Sonko, son choix a été accueilli favorablement par une bonne partie des sympathisants de l'ex-parti PASTEF. Et je pense que c'est le choix idéal. Je pense que c'est le choix qu'il fallait. Parce que, bon, quoi qu'on puisse dire, on est dans un contexte politique un peu compliqué. On ne dirait pas compliqué, mais très stratégique. Donc, il va falloir mettre des tactiques. Et je pense que vraiment, donc, Ousmane Sonko a bien fait de choisir Bassirou Diomaye Faye. On savait très bien qu'Ousmane Sonko ne sera pas candidat, il sera éligible. Donc, il devait choisir un autre plan B. Mais maintenant, il a choisi Bassirou Diomaye Faye. Et il y en a d'autres qui disaient qu'il y avait Guy Marius Sagna. Donc le choix de Bassirou Diomaye Faye, moi ça ne m'étonne pas. Mais Bassirou Diomaye Faye, lui, il n'est pas connu. L'autre hic est que le secrétaire général de l'ex-PASTEF est actuellement en prison. Accusé entre autres d'outrage à magistrat et diffamation, il attend toujours son procès. Non, le ministre
Le fait qu'il soit en prison ne me fait pas peur. S'il a été choisi comme numéro 1 alors qu'il est encore en prison, c'est qu'ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que si les leaders ont fait confiance à Bassirou Diomaye Faye, les gens n'ont qu'à se mobiliser et lui offrir les parrainages nécessaires à sa candidature. Pendant ce temps, les inondations continuent par aggraver la situation de milliers d'habitants des pays de la Corne de l'Afrique, à l'image de la Somalie. Dans ce pays, par exemple, le bilan actuel fait état d'une 50aine de personnes décédées et d'au moins 700 000 déplacés. On revient sur la situation à travers ces images. Des inondations en Somalie ont fait 50 morts et chassé près de 700 000 personnes de leur domicile. De plus, les pluies attendues entre le 21 et le 24 novembre risquent de provoquer de nouvelles inondations qui pourraient causer des morts et des destructions, selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Samedi, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que le nombre de personnes déplacées par les fortes pluies et les inondations en Somalie avait presque doublé en une semaine, tandis qu'1 700 000 personnes au total ont été touchées par la catastrophe. En outre, les routes, les ponts et les pistes d'atterrissage ont été endommagés dans plusieurs régions, ce qui affecte la circulation des personnes et des fournitures et entraîne une augmentation des prix des produits de base. La Corne de l'Afrique affronte des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment en Somalie où les pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles. On en parlait dans les titres. Les premiers résultats provisoires de l'élection présidentielle à Madagascar ont été rendus officiels par la Commission électorale nationale indépendante du pays. André Rajoelina, le président sortant, est en tête de course avec 60,78% des voix. D'autres précisions sur les chiffres rendus officiels par la Commission à travers ce reportage. À Madagascar, sans surprise, le président sortant Andry Rajoelina fait seul la course en tête. Selon les résultats compilés de plus de 13 915 bureaux sur les 27 375 existants et publiés lundi sur le site de la CENI, le candidat de Tanora Malagasy Vonona arrive en tête avec 60,78% des suffrages exprimés. Siteni Randriana Solanieko vient en deuxième position avec 12,42%, suivi par Marc Ravalomanana 12,33% et Eri Rajoelina 5,67%. Ces deux anciens présidents n'ont pas battu campagne, mais continuent de jouir d'une certaine popularité. Ils font partie du collectif des 10 candidats qui avaient appelé au boycott du scrutin présidentiel. Un mot d'ordre qui aura, selon des observateurs, impacté l'affluence autour du scrutin, dont le taux de participation est historiquement le plus bas. Selon la commission électorale, il serait de 43,05%. La position de l'Afrique du Sud dans le conflit israélo-palestinien se confirme davantage. Lundi, les autorités du pays qui avaient récemment saisi la Cour pénale internationale contre Israël ont réitéré leur souhait pour que des mandats d'arrêt internationaux soient émis contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. L'Afrique du Sud milite pour que des mandats d'arrêt internationaux soient émis contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour les crimes commis en Palestine avant la tenue de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale prévue en décembre à New York. Lundi, la ministre Kumuzo Nachaveni a réitéré le souhait de son pays qui a conjointement saisi la Cour pénale internationale la semaine dernière avec les Comores, Djibouti, la Bolivie et le Bangladesh. Pour Pretoria, si la CPI ne réagit pas, cela prouve à suffisance le manque de volonté de cette institution, l'échec du système mondial de bonne gouvernance et la nécessité d'établir un nouveau mode. Dans la foulée, l'ambassadeur d'Israël à Pretoria a été rappelé à Jérusalem pour consultation, a indiqué sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lior Hayat. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus critiques des bombardements israéliens massifs sur la bande de Gaza, menés en représailles aux sanglantes attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre.
On en parlait tantôt hier lundi, Berlin, la capitale allemande, a abrité le 4e sommet G20 Compact 8 Africa. À l'occasion, l'Union africaine envisage à négocier sa dette avec ses partenaires du G20. Comment exactement? On écoute les propos de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique va négocier sa dette avec ses partenaires du G20. Le président de la Commission de l'Union africaine a donné quelques grandes lignes de ce projet lundi à la conférence de l'institution à Berlin. La question de la dette, effectivement, est une question importante. Maintenant que l'Union africaine est membre du G20, je crois que nous aurons cette plateforme de discuter avec l'ensemble de nos partenaires sur la question de la dette. D'abord, les taux sont très élevés. Il y a un narratif très négatif sur l'Afrique. Les notations ne sont pas justes, à notre avis, ce qui surenchérit les taux en matière d'investissement. Nous aurons souhaité que le gouvernement, comme le fait l'Allemagne, comme le font d'autres, c'est de soutenir les entreprises pour leur permettre d'investir dans les économies africaines. L'Afrique est prête à traiter avec l'Allemagne, disposée à investir dans les énergies vertes sur le continent. Point final donc à l'édition de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée chez vous.